Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Jean-Baptiste Giraud. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot. Jean-Baptiste Giraud est journaliste économique, directeur de la rédaction d'Économie Matin et chroniqueur sur RTL. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et économique, donc combien ça coûte, combien ça rapporte, les grands esprits ont toujours tort. Et voici le dernier, publié chez Ring, coécrit avec Jacques Bichot, docteur en mathématiques et en économie. Dernière crise avant l'apocalypse, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Commençons tout de suite. Jean-Baptiste Giraud, vous évoquez dès l'avant-propos de votre ouvrage un problème, si ce n'est le problème, vous l'évoquez, c'est l'état profond. Qu'est-ce que cette notion recouvre en France et dans les autres pays éventuellement aussi? Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé lors du départ de Donald Trump de la présidence des États-Unis. On en parle aussi quand on parle d'Emmanuel Macron et de son incapacité à réformer. En fait, c'est l'effet d'inertie de tout système lorsqu'il n'y a pas une volonté de faire et surtout des relais, parce que le vrai problème, c'est pas tant la volonté du chef que les relais pour réformer, modifier les règles du jeu. On dit que en France, il faut 2000 hommes pour prendre le contrôle de l'appareil d'État et changer le fonctionnement de celui-ci. Donc aujourd'hui, nous souffrons principalement en France, effectivement, mais dans pas mal de pays occidentaux, et donc, par exemple, aux États-Unis aussi, nous souffrons de cette inertie liée à l'état profond. En fait, ce sont tous les niveaux administratifs intermédiaires, tous ces chefs de service, tous ces directeurs généraux et centraux d'administration, à qui on va dire « faites ci » et qui ne vont pas bouger. Et donc, en dessous, le système ne bouge pas. Ou bien, à l'inverse, ça peut être quelqu'un qui a la volonté réellement de faire bouger telle ou telle administration dont il a la charge, mais pour le coup, il est confronté à l'inertie des étages en dessous, de ses subalternes, et même au niveau même d'un simple bureau, on peut bloquer une réforme simplement parce que on se refuse à l'appliquer ou on fait tout pour traîner. Et ça, c'est un vrai problème. Effectivement, les citoyens le vivent au quotidien. Tout est lent, tout est compliqué. C'est lié au statut de la fonction publique, cette inertie, on peut virer personne, donc s'il y a un blocage, il y a blocage et puis c'est tout. Je pense que c'est beaucoup plus qu'un problème de statut, c'est une question de mentalité. C'est presque un sujet de discipline et de loyauté. Dans l'armée, vous savez, il y a depuis quelques décennies une théorie qui est celle des baïonnettes intelligentes, qui autorise, qui enjoint un militaire, un soldat, un officier, un sous-officier à ne pas obéir à un ordre s'il est manifestement illégal. Mais ça reste marginal par rapport au fonctionnement traditionnel de l'armée, qui est une chaîne hiérarchique, une chaîne de commandement avec des gens qui obéissent en bas. Eh bien, normalement, sans dire que l'administration, pour ne citer qu'elle, devrait être calquée sur l'armée, normalement, dans la fonction publique, dans l'administration, effectivement, il devrait y aussi y avoir une chaîne de commandement qui transmet des ordres et des consignes et qui est obéie. Or, ça n'est évidemment pas du tout le cas. Encore une fois, il ne s'agit pas de militariser la fonction publique, mais encore une fois, il y a un problème de loyauté. Vous ne pensez pas que c'est l'état profond qui fait remonter une espèce de pression vers le sommet de l'exécutif parce que les membres de l'exécutif auraient des casseroles inavouables? Oui, ça peut être une des explications, mais encore une fois, je pense que la première, c'est même à la limite un sujet d'éducation. Vous voyez, l'éducation régulièrement sur la table, c'est un sujet d'éducation aussi pour les jeunes adultes et ceux qui sont un tout petit peu plus d'âge mûr. Ils n'ont pas appris à respecter la hiérarchie, à obéir aux ordres, et donc chacun en fait qu'à sa tête. Et ce chacun en fait qu'à sa tête, multiplié par une somme d'individus à l'échelle d'une administration, ça donne le résultat que l'on veut. Je peux vous donner un exemple concret d'application dans le secteur privé. Voyez Elon Musk qui dit « Je vais faire revenir sur Terre des fusées et les faire atterrir avec des atterrisseurs rétractables. » Eh bien, à la NASA, tout le monde s'est tordu de rire, des ingénieurs, des gens qui ont fait des études brillantes, qui sont passés par le MIT. Ouais. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a fait à la vitesse à laquelle il avait dit qu'il le ferait, c'est-à-dire pas avec 5, 10, 15, 20 ans de retard. Et à l'inverse, vous avez un réacteur nucléaire de type EPR, on est en retard de 15 ans, le budget a été multiplié par 4 et il n'est toujours pas relié au réseau. Donc dans un cas, on a des gens qui
prennent une décision et toute la chaîne hiérarchique des commandements se met en route, en marche, si je peux m'exprimer ainsi, pour tenir cet objectif, et de l'autre côté, inertie à tous les étages. Vous l'évoquez aussi, depuis 2015, on assiste à une création monétaire de masse par la Banque Centrale Européenne qui a tout simplement décidé de violer ses propres statuts. Même phénomène, la crise des assignats de la Révolution française avait déjà provoqué une crise profonde avec de l'impression comme ça de monnaie papier. Vous évoquez l'ignorance ou l'incompétence des dirigeants. Vous ne pensez pas que là, en la matière, c'est carrément de la malveillance caractérisée ? Alors non, je pense, c'est l'idée développée par Jacques Bichot, avec qui j'ai écrit ce livre et qui est un spécialiste de ces sujets-là. On pense d'abord tous les deux, et lui en particulier, qui est vraiment spécialiste de ces sujets, que c'est d'abord de l'ignorance. Et c'est pas d'ailleurs de l'ignorance seulement des phénomènes monétaires, mais c'est une ignorance de beaucoup de sujets. Prenez par exemple notre chapitre 9 qui est consacré à l'énergie. Aujourd'hui, on nous rebat les oreilles à longueur de temps avec la transition énergétique. Et la plupart des hommes politiques, des décideurs, confondent transition énergétique et électricité en nous disant il suffit d'installer des éoliennes, il suffit d'installer des centrales photovoltaïques et notre problème d'énergie est résolu. C'est oublier qu'à l'échelle mondiale, l'énergie est à 92% carbonée. L'énergie que l'on consomme en ce moment, au moment où vous regardez cette émission, 92% de l'énergie qui est consommée partout dans le monde est carbonée. C'est-à-dire que c'est du pétrole, du charbon et du gaz, quand bien même elle est utilisée par le biais de l'électricité. Pourquoi ? Parce que 69% de l'électricité dans le monde, plutôt 59% de l'électricité dans le monde est produite à partir d'énergie carbonée. Alors en France, on a tendance à penser qu'avec le nucléaire, on est à l'abri de tout ça, mais c'est faux. Parce qu'en France, l'électricité, c'est 25% de l'énergie. Et les 75 autres pourcents, c'est aussi de l'énergie carbonée. Donc en France, on est dans une situation moins dépendante des énergies carbonées par rapport au reste de la planète, mais encore une fois, il ne suffit pas d'installer des milliers de centrales photovoltaïques et d'éoliennes pour résoudre nos problèmes énergétiques en France. Il faut remplacer 75% d'énergie carbonée par autre chose, et ça ne peut pas être l'électricité. Quand vous expliquez ça à un homme politique, il a déjà décroché, il n'a pas compris. Si vous me regardez et que vous n'avez pas compris, peut-être que je n'ai pas été assez clair, et je m'en excuse. Mais pourtant, il faut comprendre que la transition énergétique, ce n'est pas l'électricité la solution. Et le simple fait qu'on n'en parle nulle part, qu'on ne l'explique pas, c'est bien la preuve, la démonstration par l'absurde que les sujets complexes ne sont pas maîtrisés, y compris par ceux qui devraient les maîtriser. Alors, la monnaie, c'est la même chose. Justement, de sujets complexes, vous commencez votre ouvrage par un petit cours d'histoire d'économie monétaire. Vous la qualifiez de secret des dieux, cette économie monétaire. C'est quoi le secret ? C'est qui les dieux ? Le secret, c'est, si je sortais mon portefeuille, je vous sortirais un billet et je vous explique que ce billet n'est pas de l'argent. C'est une promesse. C'est une promesse qui est faite par quelqu'un d'autre, celui qui est sur le billet de banque. C'est la promesse que le billet de 10 € que je vais vous tendre permet effectivement d'acheter quelque chose d'une valeur affichée de 10 €. Mais c'est une promesse qui est révocable et qui peut être révoquée brutalement. Lors évidemment de l'épisode de la République de Weimar en Allemagne, j'ai une collection de billets de cette époque qui m'a été léguée par mon père, j'aurais pu venir avec. Les billets de banque, le simple fait de sortir de l'imprimerie, ils étaient déjà démonétisés, et donc on prenait un tampon et on changeait la valeur, et c'était 10,000 Milliarden Mark qui était couvert d'un tampon, 500 Milliarden Mark, c'est-à-dire quand le temps de les imprimer, le billet avait perdu 50 fois sa valeur. Sa valeur avait été divisée par 50. Donc c'est bien la preuve que la promesse au moment où on imprime n'est plus celle au moment du moment où le billet sort. Et quelques heures plus tard, la promesse a encore changé. Et tout ça, ça n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'histoire. C'est pas la République de Weimar, c'est pas les assignats ou le système de l'eau. C'est ce que vivent par exemple en ce moment les Libanais. La promesse de la livre libanaise, c'est elle a un pouvoir d'achat de temps, mais le temps qu'on arrive à le sortir de la banque, quand on arrive à sortir de l'argent de la banque, eh bien, ce billet n'a plus le pouvoir d'achat qui est pourtant inscrit et promu dessus. C'est ça le secret des dieux. Ouais. Mais ce qui est dramatique, c'est que vous expliquez que même les commerciaux des banques ne savent même pas ce qu'ils vendent, en fait.
Alors là, j'espère que mes conseillers clientèle dans les banques... Ils vont pas vous écouter. Bah si, j'espère qu'ils vont tous m'écouter, Ouais. sauf ceux avec qui j'ai eu du rendez-vous, qui ont toujours été extraordinairement sympathiques et bienveillants à mon égard. Mais dès que j'essayais de monter un tout petit peu en macroéconomie avec eux, alors même qu'ils étaient conseillers commerciaux dans une banque, je les avais perdus. Lorsque vous souscrivez un crédit immobilier, pour donner ce seul exemple, c'est la banque qui fabrique de la monnaie. La banque n'emprunte pas cette somme d'argent. Si vous empruntez 1 million d'euros à la banque ne va pas voir la Banque Centrale Européenne en lui disant « passe-moi 1 million d'euros, je vais le prêter à Monsieur Giraud ». Vous l'expliquez très bien, il est impossible de comprendre l'activité bancaire si on se représente la monnaie comme une chose. En fait, c'est une abstraction, c'est une ligne de compte... Aujourd'hui, elle est totalement électronique. Voilà. Aujourd'hui, elle est totalement électronique. Oui, voilà. Et pour aller au bout de On l'exemple... parle des monnaies électroniques, mais toutes les monnaies aujourd'hui sont électroniques. Mais la monnaie est électronique. Le billet de banque est un accident aujourd'hui dans l'histoire des échanges. D'ailleurs, vous avez vu qu'avec le Covid, on nous incite à faire de plus en plus de paiements sans contact. L'argent qui est sur votre compte et en banque est virtuel. Les échanges sont totalement virtuels. Et surtout, les prêts bancaires sont totalement virtuels. Encore une fois, lorsque vous empruntez 1 million d'euros à la banque pour acheter un appartement en région parisienne ou dans une grande ville de province, c'est un bel appartement dans une grande ville de province. À Paris, vous achetez pas grand-chose avec 1 million d'euros, ou même en proche banlieue. Eh bien, la banque ne va pas chercher ce million d'euros dans la poche de quelqu'un d'autre. La banque va créer ce million d'euros dans ses comptes. Ex nihilo. Et simplement, la banque est obligée par des textes de loi et des conventions d'avoir 10% de cette somme dans ses comptes. Donc lorsqu'elle crée 1 million d'euros, elle s'oblige à garder de côté 100 000 euros, mais pas le garder dans un coffre-fort fermé à double tour. C'est par exemple votre compte d'épargne logement à vous, sur lequel vous avez 20 000 euros, qui va servir de garantie aux 100 millions d'euros. Il y a aussi les bonus des commerciaux qui vont qui vont être puisés dans cette somme. Pour résoudre le problème de ces milliers de milliards d'euros injectés, on l'a vu ces derniers temps par la BCE, qui ne correspondent vous entendez bien ce que vous dites, richesse. Milliers de milliards d'euros. Oui, non mais on ne sait même plus ce que ça veut dire à la fin. Ça ne veut rien dire. Mais bon, bref, donc cette richesse ne correspond à rien, puisque ça n'est plus adossé sur l'or. Pourquoi vous préconisez, pour résoudre un petit peu cette tendance, une hausse du niveau général des prix de l'inflation? Alors, avec Jacques Bichot, nous ne préconisons pas un retour massif à l'inflation, ou nous n'appelons pas de nos voeux l'inflation. Pourquoi ? Parce que l'inflation, il y a des gagnants, mais il y a des perdants. En gros, tous ceux qui sont endettés en sortent gagnants. Donc évidemment, ceux qui sont endettés sont très contents que l'inflation revienne. Et les emprunteurs sont ruinés. Plutôt ceux qui sont prêtés. Oui, voilà. Alors, c'est un peu comme hôte et hôte en français, qui veut dire la deux choses. Ouais. Donc vous avez les prêteurs, ceux qui ont prêté de l'argent sans en avoir conscience. Si vous avez, que vous m'écoutez, et que vous avez un contrat d'assurance vie, ou même un compte sur livret, vous êtes un prêteur sans le savoir. Ce contrat d'assurance vie, vous prêtez de l'argent sans qu'on vous demande votre avis à un certain nombre d'entités, et la première d'entre elles, c'est un État. Donc, lorsque vous avez 100 000 euros, ce qui est un petit pactole, qui est placé sur un contrat d'assurance vie, eh bien, vous avez au moins 60%, 60 000 euros qui sont prêtés, principalement à la France si vous êtes français, mais que vous avez prêté aussi aux États-Unis, à l'Allemagne ou autre. Vous êtes bien lu, vous êtes quand même bien pour un petit taux d'inflation. C'est quoi ? Vous êtes pour 3% d'inflation, 4% d'inflation ? C'est d'ailleurs, on est dedans là. Regardez, on est dedans. On est dans une inflation mesurée aux États-Unis de 3-4%. Chez nous, le thermomètre est un peu biaisé, il est un peu triqué. On est à 2, on dit 2,2, mais en fait, l'inflation réelle ressentie par les Français, que ce soit à la pompe, qu'en recevant leurs factures d'électricité ou de gaz, et plein d'autres dépenses auxquelles ils sont contraints. Vous allez au restaurant, tous les prix ont augmenté, et on sait pourquoi. Ils essaient de se refaire un tout petit peu de trésorerie après la crise du Covid. Donc il y a une inflation réelle qui est bien supérieure à l'inflation mesurée. On peut débattre dessus, mais c'est une réalité comptable qui est incontestable. Le problème, c'est que quand il y a une inflation à 3-4%, il faut que les revenus augmentent de la même manière. Or, les pensions de retraite, ça ne vous aura pas échappé, elles ne vont pas prendre 3-4%. Et les salaires, les employeurs, j'en suis un, j'ai augmenté mes salariés de 2,2% au 1er octobre, mais je ne pourrais pas le faire tous les 3 jeudis parce que, pour l'instant, je n'ai pas prévu de répercuter
supporter cette hausse de prix sur mes clients. Rapidement, Jean-Baptiste Giraud, donc si on fait en sorte d'avoir un petit peu d'inflation, comment on évite le dérapage de l'hyperinflation ? On l'évite pas. On l'évite pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une science exacte. L'économie n'est pas une science exacte. Il y a des règles qu'il faut maîtriser pour les mettre en pratique, mais ça peut déraper. Et effectivement, le risque de l'hyperinflation, alors c'est quoi l'hyperinflation ? C'est une inflation de plusieurs dizaines de pourcents par an. La France l'a connue encore il n'y a pas si longtemps, on l'a connue au lendemain de la guerre. On était sur des inflations à 50% par an, au lendemain du cessez-le-feu et de l'armistice. Mais on a connu aussi des inflations à 10, 12, 15% autour de l'élection de François Mitterrand, avant l'élection de François Mitterrand, 79-80, et après, jusqu'à 84-85. Et là, en 5 ans, on a 60% d'inflation. Je peux vous garantir que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont connu cette période, d'abord, malgré le blocage des prix, ils ont beaucoup souffert. Beaucoup de familles, beaucoup de foyers ont énormément souffert de cette période d'inflation, financièrement, dans leur portefeuille, dans leur consommation au quotidien. Et je peux vous dire que si énormément de gens ont été durablement, voire totalement appauvris, pour ne pas dire, dans certains cas, en grande partie ruinés. C'est ça l'inflation. Encore une fois, l'inflation, il y a des perdants, des gens qui avaient du patrimoine qui sont ruinés, et des gagnants, ceux qui avaient des dettes, et leurs dettes sont quasiment effacées. Une anecdote pour finir, s'il nous reste encore 30 secondes. Mon père reçoit à sa naissance, en 1934, de sa grand-mère, comme tous ses frères et sœurs, une somme d'argent placée à la banque jusqu'à sa majorité. Cette somme, c'était de mémoire 10 000 francs or, qui correspondait à la moitié d'une voiture neuve en 1934. Lorsqu'il devient majeur dans les années 50, eh bien, cette somme d'argent qui, 18 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt, permettait d'acheter une demi-voiture, lui a permis d'acheter la roue de secours de son scooter. Donc, une demi-voiture ou une roue de secours. On voit bien qu'il a été ruiné. Enfin, pas lui. La somme d'argent que sa grand-mère a mis sur sa tête a été mangée par l'inflation. C'est ça l'inflation. On a bien compris, on va évoquer dans un instant la politique que Christine Lagarde va tenter de mettre en œuvre dans les semaines à venir. Mais avant, c'est la pause. Toujours en compagnie de notre invité Jean-Baptiste Giraud. Jean-Baptiste, on a vu ces derniers mois que les milliards injectés par la BCE avaient évité le pire en maintenant les entreprises à flot. Quelle va maintenant être la politique de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dans les prochaines semaines, prochains mois ? Alors déjà, si vous pensez que Christine Lagarde était la seule à décider, et même la principale décisionnaire, vous fourrez le doigt dans l'œil bien profond. Parce que en fait, c'est d'abord sa consoeur et homologue présidente de la Fed Bank, la Banque fédérale américaine, qui décide, ça vous aura pas échappé, qu'on attend toujours la décision de la Banque centrale américaine pour après prendre une décision au niveau européen, sachant que vous avez aussi la Banque centrale anglaise, la Banque centrale chinoise, la Banque centrale japonaise. Bref, il y a 5-6 monnaies dans le monde comme ça qui dictent la politique monétaire mondiale. Il faut juste qu'on explique quand même à vos téléspectateurs ce qui est en train de se passer. Depuis des dizaines d'années, on fabrique de la fausse monnaie dans des proportions totalement inestimable. C'est plus de l'ubuesque, c'est du délire absolu. C'est-à-dire que on fabrique des sommes colossales d'argent, vous voyez, je dis même plus milliers de milliards, je dis sommes colossales d'argent qui ne correspondent à aucune réalité, qui ne correspondent pas à une création de richesse en face. Et pour l'instant, ça se passe bien, au grand étonnement des tenants d'une orthodoxie monétaire. Qu'est-ce que cet argent devient ? Eh bien, cet argent, il va se loger dans des actifs tangibles. Reprenez l'exemple dans l'autre partie de l'émission juste avant, on parlait de la voiture et de la roue du scooter. Si vous achetez une voiture en 1934, eh bien, 20 ans plus tard, vous avez toujours une voiture. Certes, elle a roulé, elle est usée, mais elle a une valeur résiduelle. Or, 20 ans plus tard, cette voiture, l'argent qui aurait pu être investi dans une voiture se transforme en roue de scooter. A priori, investir dans une voiture aujourd'hui, c'est pas forcément une super bonne idée, sauf si vous achetez une voiture et que vous la mettez sous une housse dans un garage à l'abri. 20 ans plus tard, vous la proposez à des collectionneurs, des amateurs de voitures en disant « elle n'a jamais roulé, elle est dans son état d'origine et là, elle a pris de la valeur ». Mais aujourd'hui, évidemment, qu'est-ce qui prend de la valeur dans des proportions totalement inégalées et incompréhensibles ? Enfin, facilement compréhensible d'ailleurs, mais incompréhensible pour celui qui veut acheter. C'est bien évidemment l'immobilier.
quand vous entendez que tous les semestres, lorsqu'on fait le bilan de l'état du marché immobilier, pas seulement en France, c'est vrai dans le monde entier maintenant, lorsqu'on dit, eh bien, les prix des appartements et des maisons ont augmenté en moyenne de 6% en 6 mois, que sur une année, on est sur des augmentations de 8, 10, 12, 15%, que certains biens immobiliers, alors on dit c'est l'effet Covid, machin, etc., ont pris 20% en 12 à 18 mois, eh bien, il y a bien quelque chose qui valait 100 à un moment donné et qui vaut 120 juste après. Je vais vous faire une confidence, j'ai regardé, moi, pour un bien immobilier que j'ai acheté pour loger ma famille, j'ai 6 enfants, eh bien, mon bien immobilier, lui aussi, alors que j'ai acheté en juillet 2000, on est en 2021, donc j'ai acheté en juillet 2019, mon bien immobilier a vu sa valeur augmenter de 25% pendant ce laps de temps. Nonobstant, en plus, les travaux que j'ai réalisés dedans et autres aménagements ou autres. Ça n'est pas normal. Ça n'est évidemment pas normal et les sommes d'argent qui sont créées par les banques centrales viennent se loger artificiellement dans ces actifs tangibles. C'est quoi un actif tangible? C'est quelque chose qui est négociable et que l'on peut revendre demain sur le marché en récupérant au moins l'argent que l'on a mis dedans, voire plus. Figurez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un qui revend un appartement qu'il a acheté 5 ans, il va effacer peut-être jusqu'à la moitié de l'emprunt bancaire qu'il a dû effectuer pour acheter cet appartement. Il récupère une plus-value qui est totalement artificielle. C'est pas parce qu'il a changé les tuiles du toit, c'est pas parce qu'il a refait les peintures, c'est simplement parce que tout l'argent créé par les banques centrales depuis des années vient se loger dans ces actifs immobiliers. Et ça n'est pas normal. Il y a une vraie bulle immobilière. La question, c'est quand est-ce qu'elle va exploser. Autre thème abordé dans votre ouvrage, Jean-Baptiste Giraud, celui de la retraite. Pour tous, promesse faite après la libération, pourquoi, comment est-ce aujourd'hui devenu un mythe ? Eh bien, lorsque nous sommes au lendemain de la guerre et que un certain nombre de gens, notamment, ont tout perdu, il y a eu 1,5 million de logements détruits, on se dit comment on peut venir en aide à ces réfugiés qui n'ont plus rien, parce que souvent, à l'époque, le seul actif que l'on avait pour sa retraite, c'était sa maison, dans laquelle on allait notamment loger ou qu'on allait transmettre à ses enfants en espérant qu'ils vous gardent sous votre toit. J'en profite au passage pour faire une petite digression sur ce qu'a dit Emmanuel Vargon sur la maison individuelle qui n'est plus possible dans notre environnement écologique, machin, etc., etc. C'est une aberration puisque justement la maison individuelle, accessoirement l'appartement, mais la maison individuelle, c'est l'assurance vie de l'être humain depuis que l'être humain existe. C'est ce qui lui permet à l'âge de la retraite et plus tard d'avoir un toit sur la tête et de ne pas être dans la rue. Donc si elle veut que des centaines de milliers, voire des millions de personnes âgées soient demain à la rue, eh bien effectivement, il faut interdire la commercialisation de maisons individuelles. Donc ça, c'est une aberration. Je referme la parenthèse. Donc lorsque nous sommes en 1945, allez, au tout début des années 50, eh bien on se rend compte que tout un tas de gens n'auront pas de retraite. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que leur bien immobilier a été détruit notamment. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met en place ce système de retraite. Sauf que à cette époque-là, je vous donne un chiffre. En 1972, la moitié des bénéficiaires de la retraite décèdent avant de commencer à la toucher. Ça, c'est en 1972. Vous doutez bien que dans les années 50, on n'était pas à la moitié, on était aux 2/3 ou aux 3/4. Donc, les ayants droit à la retraite n'étaient qu'un quart à effectivement pouvoir leur dire « Tiens, donnez-moi une pension de retraite ». Aujourd'hui, l'espérance de vie a dépassé 80 ans pour les femmes et très proche de cet âge-là pour les hommes. Or, on nous parle d'une retraite à 60, 61, 62 ans. Les plus audacieux disent qu'il faudrait repousser l'âge de la retraite à 64 ans. En Allemagne, on est à 67 ans. Vous voyez bien qu'il y a un problème. On a des pensions de retraite qui devraient être versées pendant 10, 15, 20 ans, 25 ans à des gens qui sont de plus en plus nombreux à arriver à l'âge de la retraite avec de moins en moins de cotisants. Vous et moi, nous deux, déjà, il faudrait que je vous coupe, ou moi-même, que je m'ampute de 1/3 de mon corps pour représenter aux téléspectateurs la charge de travail que nous fournissons qui paye la pension de retraite d'un retraité. Il y a en France aujourd'hui
1,7 cotisants, c'est pour ça que je m'occupe d'un tiers, il y a 1,7 cotisants pour financer la pension de retraite d'une personne. On voit bien que c'est évidemment aberrant. Pourquoi nous deux et moins un tiers de moi, comment nous pourrions être capables de financer la retraite d'une seule personne? En réalité, nous ne finançons pas, vous et moi, la retraite d'une seule personne, c'est la dette qui finance la retraite de ce retraité virtuel. 33% des pensions de retraite sont financées ou plutôt pas financé justement par la dette. Et ça ne va qu'aller en s'aggravant. Donc, nous sommes bien face à une utopie, une promesse des années 50, la retraite pour ceux qui n'ont rien. Aujourd'hui, c'est la retraite pour tous, mais on n'a pas assez cotisé. Il y a une multitude de régimes de base, de douzaines. Le problème, tous plus inégaux les uns que les autres. Ouais. Est-ce qu'on le résout en instaurant un régime unique, le problème de la retraite? Non, mais enfin, malheureusement, si notre titre, notre livre, Mes dernières crises avant l'apocalypse à la une, et qu'on montre un champion du nucléaire avec 1 euro, on aurait aussi bien pu être $1, une livre, ce que vous voulez. C'est pour prévenir ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que des lendemains qui déchantent sont devant nous. Jacques Bichot est un grand-père et père. Moi, je suis un père de famille. Vous pensez bien que quand on est grand-père et père, notre trip, c'est pas d'écrire un bouquin pour dire à nos enfants c'est la fin du monde, allez vous jeter dans la mer ou dans la Seine, allez vous pendre. Non, c'est pour prévenir juste les gens qui nous regardent aujourd'hui que la promesse de la retraite pour tous, financée ad vitam aeternam par la magie, l'argent magique, ça n'est pas tenable sur la durée. Ça n'est pas tenable sur la durée. Et à un moment, on va être obligé de mettre en place des réformes brutales qui n'ont rien à voir avec un âge de départ à 64 ans ou autre. J'explique dans le livre avec Jacques Bichot que fort probablement, ce qui est devant nous, c'est une prise en compte de votre patrimoine personnel dans l'établissement de votre droit à retraite. En gros, vous avez été vertueux, fourmi et pas cigale. On dit que la répartition est de 60-40. On dit qu'il y a 60% de gens qui sont fourmis, finalement c'est beaucoup, et 40% de gens qui sont cigales. Vous faites partie des fourmis, vous avez réussi à mettre un peu de patrimoine de côté, vous avez un appartement ou bien une maison de campagne dans laquelle vous allez couler vos vieux jours. Eh bien un jour, on va vous dire, ok, ben voilà la valeur de ce bien, on la connaît puisque elle est déclarée au fisc pour payer votre taxe d'habitation et votre taxe foncière. Ben on va vous dire, vous avez sans doute un potager, vous avez un fermier à côté à qui vous pouvez demander des œufs et des poulets. Eh bien, vous aviez un droit à retraite de 3 000 €. On va vous donner 1 500 €, peut-être 1 200 €, et encore estimez-vous heureux, on aurait très bien pu rien vous donner. Vous avez été fourmi, tant mieux pour vous, voilà votre droit à pension de retraite. Vous allez pleurer, vous allez manifester. La dernière fois qu'un peuple l'a fait, c'était les Slovaques. Ils sont descendus dans la rue lorsqu'on leur a pris 30% de leur épargne retraite privée pour sauver le système public. Ils ont manifesté pendant 15 jours, et ben, ils n'ont pas obtenu gain de cause, et 30% de leur épargne retraite a été captée par l'État. C'est ce qui est devant nous. Autre problème qui relève lui aussi de l'état profond, c'est la Sécu. Elle prend aujourd'hui tout en charge pour chaque personne résidant en France. Résultat, la fraude sociale s'élèverait à 50 milliards d'euros par an. C'est ce que a révélé le magistrat Charles Prats. Et le déficit serait de 40 milliards à peu près. C'était le chiffre en 2020. Quelle piste est-ce que vous proposeriez pour rajeunir cette Sécu alors que notre population, vous venez de le dire, est vieillissante ? Alors, le problème de la Sécu, effectivement, la solution de Charles Prats, qui publie d'ailleurs aussi son ouvrage Cartel des fraudes 2 chez Ring, le même éditeur que nous, Jacques Bichot et moi-même, la solution qu'il propose, effectivement, c'est une traque appuyée de toutes les fraudes. Et la première d'entre elles, ce sont les fausses cartes de sécurité sociale, les fausses cartes vitales. Mais néanmoins, il ne suffit pas de traquer la fraude pour sauver le système de sécurité sociale. Là encore, nous sommes face à une promesse faite dans les années 50, à la fin de la guerre, juste après la fin de la guerre, qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Dans les années 45, 50 et un peu après, lorsque vous avez un gros problème de santé, eh bien, au mieux, on soulage vos souffrances et
si ça doit être fatal, eh bien, vous irez mourir chez vous. Aujourd'hui, 75% des gens décèdent à l'hôpital et par ailleurs, 75% des gens décèdent également seuls. Vous décédez à l'hôpital et 90% de ce que vous allez coûter à la sécurité sociale dans votre vie, vous entendez bien, 90% de ce que vous allez coûter à la sécurité sociale, vous allez le coûter dans les 2 dernières années de votre vie. Ça veut dire que avant la fin ultime, on va dépenser énormément d'argent pour essayer de vous sauver si vous êtes atteint d'une maladie grave ou pour prolonger votre espérance de vie, ce qu'on appelle le reste à vivre. Je ne suis pas du tout en train de dire l'euthanasie, c'est la solution. Bien loin de moi cette pensée. Et lorsque j'ai perdu mon père il y a quelques années, j'ai été évidemment, ravi c'est pas le mot, mais j'espérais que les médecins puissent lui donner ce fameux reste à vivre qui m'était promis lors des rendez-vous avec les médecins. Ça s'est pas passé comme ça, mais ces derniers jours de vie ont coûté à la collectivité. Aujourd'hui, c'est 10 000 € par jour, une hospitalisation à soins intensifs. Et tout ça, ça pèse sur le système et ça le rend structurellement infinançable. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Éric Zemmour de réserver les dépenses sociales aux seuls Français ? On voit que l'AME, l'aide médicale d'État, coûte à peu près 1 milliard d'euros par an. Alors, elle ne coûte pas 1 milliard, c'est ce qui est budgétisé, mais en fait, elle coûte beaucoup plus. Ouais. On budgétise 1 milliard, mais en fait, l'AME, l'aide médicale d'État, coûte plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'Éric Zemmour ? C'est une évidence. Les droits à prestations sociales doivent être réservés à ceux qui ont cotisé. C'est non seulement une évidence, mais c'est comme ça que ça fonctionne partout. Lorsque vous souscrivez à une assurance, par exemple pour votre crédit immobilier, eh bien c'est bien parce que vous avez payé des mensualités d'assurance qu'un jour vous pouvez dire à l'assureur « Viens m'aider, je ne peux pas payer mon crédit immobilier ». Et d'ailleurs, souvent, vous remarquerez qu'il y a un délai pendant lequel vous ne pouvez pas être pris en charge. Le délai, il est de 6 mois pour les petits contrats et dans certains cas, c'est pendant 2 ans. Donc vous cotisez pendant 2 ans et seulement au bout de 2 ans et un jour, on dit « Tiens, ça y est, vous pouvez commencer à faire appel au contrat d'assurance ». Alors vous allez me dire, la Sécu, c'est pas un contrat d'assurance privée. Bah si, la Sécu, c'est un contrat d'assurance aussi. C'est bien la garantie qu'en cotisant tous solidairement, on va pouvoir soigner un enfant atteint d'une maladie très grave et que l'on peut sauver avec une thérapie ambitieuse qui va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais ça, aujourd'hui, vous entendez bien, le problème, c'est qu'une thérapie ambitieuse qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, ça n'était pas dans le logiciel de départ des années 50. Dans les années 50, la plus chère des thérapies se comptait en équivalent euro d'aujourd'hui en milliers d'euros. Aujourd'hui, il y a des soins qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Jean-Baptiste Giraud, vous évoquez, excusez-moi aussi, les pénuries et même les famines qui pourraient en découler. On l'évoque dans un instant après la pause. Je le disais à l'instant, notre invité Jean-Baptiste Giraud évoque des pénuries dans son ouvrage. Vous allez même jusqu'à parler de famine dans les semaines, dans les mois à venir. Sur quoi reposent vos peurs ? C'est simple, ce livre est sorti le 16 septembre. Nous l'avons donc écrit, comme vous le savez, le cycle de l'édition, on a commencé à l'écrire en décembre dernier. Sans doute que ce chapitre, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas ce chapitre, pour certaines parts, a quelques mois. Et pourtant, on disait déjà dans ce livre, lorsque l'on a écrit ce chapitre, que nous allons faire face à des famines. Or, regardez. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien, il y a dans un certain nombre de pays du Maghreb, mais pas seulement, des émeutes de la faim qui sont en train de se manifester. Le prix, prenons l'Algérie qui est dans l'actualité en ce moment, le prix du pain en Algérie a été augmenté de 50%. Il est passé de 10 dinars à 15 dinars. Et d'ailleurs, on ne fait pas du pain avec de la farine de blé, mais on fait du pain en partie avec de la farine de maïs, puisque la farine de blé manque. Donc on a bien un problème aujourd'hui de famine qui est devant nous. On est sur 800 à 850 millions de personnes dans le monde qui meurent de faim. Quand je dis meurent de faim, littéralement de faim. Ces famines, ces pénuries, elles sont dues à quoi ? C'est juste la résultante du blocage du commerce international avec le Covid ? Alors non, d'abord il y a eu un certain nombre de phénomènes climatiques cette année qui ont fait que les récoltes de blé par exemple en France sont moins bonnes, mais pareil notamment au Canada. Donc lorsque vous avez moins de récoltes de blé, eh bien, la conséquence pour les Français c'est que le prix des pâtes augmente de 25%, mais que votre paquet de spaghettis passe de 1 euro à 1,25 € pour vous c'est pas très grave, mais dans certains pays du monde, eh bien comme c'est la base de l'alimentation, que ce soit les pâtes ou le pain ou la semoule, eh bien là
vous n'êtes plus en mesure de nourrir tout simplement votre famille. Je vous parle même pas du Liban qui, pour le coup, est lui aussi affamé pour d'autres raisons, pas seulement les raisons de pénurie de blé notamment, ou de céréales. Non, non, on parle bien de centaines de millions de personnes affamé, c'est-à-dire quelqu'un d'affamé, c'est quelqu'un qui ne mangera pas aujourd'hui, qui n'a pas mangé hier et qui ne mangera pas demain et qui espère de temps en temps dans la semaine grappiller quelque chose ou grâce à l'aide alimentaire pouvoir vaguement se nourrir ou nourrir ses enfants. Nous avons tous les ans, sur Terre, 100 millions d'habitants en plus. C'est le deuxième paramètre. Tous les ans, 100 millions d'habitants en plus, principalement, voire même essentiellement en Afrique, mais pas seulement. Et donc, forcément, si vous avez 100 millions d'habitants en plus tous les ans, il faut bien les nourrir. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on nous dit ? Faites du bio. Vous avez des gens qui, sur des plateaux télé, disent « Oui, il faut absolument convertir toute l'agriculture française au bio ». Alors moi, je suis évidemment totalement favorable au bio dans le principe et de réduire la part de pesticides ou autres, sauf que le bio, c'est 20 à 30% de production de céréales, pour prendre seulement les céréales en moins. Or, si la France produit 20 à 30% de blé, de maïs et autres céréales en moins, elle va pouvoir moins exporter. Et qui sont les principaux clients de la France en matière de céréales ? Le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Syrie, le Liban, tous ces pays-là dépendent du blé français pour nourrir leur population. Donc allons-y. L'Algérie, c'est 300 000 tonnes de blé français. C'est un tiers, je crois, de la production, entre un quart et un tiers. 300 000 tonnes. Ouais. Donc si nous, on se met à faire du bio et qu'on ne peut plus livrer que 200 000 tonnes à l'Algérie, je vous laisse imaginer ce qui se passera en Algérie. Alors, ces pays en développement ne souffrent pas que de la famine, ils souffrent également du manque à gagner en matière de tourisme, puisqu'on a vu que leurs recettes s'étaient effondrées ces derniers temps. Vous prévoyez un retour à la normale entre 2024 et 2027. C'est pas moi, vous avez ce Oui, soleil. Non, mais c'est des projections. On voit que les Cubains sont descendus dans la rue en vain, ils se sont fait tirer dessus par la police de l'État. L'anarchie n'aura-t-elle pas tout ravagé d'ici 2027 dans ces pays-là ? Bien sûr, évidemment, ça ne va pas tenir très longtemps. À Cuba, on meurt de faim. À Cuba, j'y suis allé juste avant la pandémie. À Cuba, vous voyez qu'effectivement, une part significative de la population, c'est 30-40%, est hors système, en marge du système, c'est-à-dire qu'elle n'est globalement pas fonctionnalisée, avec accès à des magasins d'État et donc à un minimum pour survivre. Et ces gens sont descendus dans la rue, effectivement, au mois de juin dernier. Ils ont été immédiatement arrêtés, on n'a plus de nouvelles. Mais quand vous avez faim, vous avez faim. Et à un moment, ça ne dure pas. On l'a vu, ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Le printemps arabe, c'est pas une révolution politique. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont suscité le printemps arabe dans tout l'arc méditerranéen, c'est la faim. Ce sont les émeutes de la faim. Donc lorsque les émeutes de la faim vont redémarrer, et c'est sûr qu'elles vont redémarrer, même si les autorités au pouvoir maintenant sont alertées, elles surveillent les réseaux sociaux justement qui permettent aux gens de se réunir, de se fédérer. Mais c'est une réalité. Lorsque vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, eh bien à un moment vous vous révoltez. Ou alors peut-être qu'ils vont crever de faim sans rien dire, mais j'y crois pas trop. Non. À Cuba, il y a vraiment des gens qui meurent de faim ou c'est encore la débrouille ? Non, mais la débrouille. Cuba, mais vous prenez la plupart des îles sur la planète, pour même toutes les îles, sont dépendantes à 80-90% de ce qu'elles importent. La Réunion, c'est français. La Réunion, on consomme à La Réunion 95% de produits d'importation. La Réunion est autosuffisante à 5%. Si du jour au lendemain, on ne peut plus ravitailler La Réunion, c'est vrai pour Madagascar, c'est vrai pour l'île Maurice, c'est terminé. Vous prenez les Maldives, c'est exactement la même chose. Vous prenez des îles d'Indonésie qui ne sont pas autosuffisantes. Vous prenez la Thaïlande. Tous ces pays-là qui sont des destinations touristiques qui font rêver, tous ces pays-là, comme les touristes n'y vont plus, il n'y a plus d'apport de devises et donc il n'y a plus de possibilité d'importer des biens de consommation. Je ne parle pas des téléviseurs et des réfrigérateurs, je parle bien d'alimentation. Alors bien sûr, vous allez me dire, en Thaïlande, la petite vieille qui vendait des bidons d'essence ou des bouteilles d'essence pour les touristes en scooter et qui gagnait comme ça $2 par jour, elle a un potager derrière et elle vit sur son petit potager. C'est vrai, il y a plein d'endroits, y compris à Cuba, où il y a des gens qui sont autosuffisants. Mais tout le monde n'est pas autosuffisant. Et puis, il faut être autosuffisant 365 jours par an. Il ne s'agit pas de s'amuser avec son potager comme des gentlemen farmers parisiens ou de grandes villes qui vont à la campagne et qui s'amusent à faire des tomates. À l'inverse de ces îles, il y a cette puissance continentale, la Chine, qui s'est très rapidement remise au travail après cette crise du Covid-19. Comment vous expliquez la rapidité de sa reprise ? Parti communiste.
L'explication, c'est le Parti communiste. La Chine, puisqu'on parlait de faim, la transition est tout trouvée. La Chine, c'est d'abord un pays qui est secoué par des émeutes de la faim quasiment toutes les décennies. Vous avez tous les 10 ans de très très mauvaises récoltes, essentiellement de riz, et vous avez plusieurs dizaines de millions de personnes, mais ils sont tellement nombreux que ça passe presque inaperçu. Vous avez plusieurs dizaines de millions de personnes qui meurent de faim brutalement. Je parle des années 50, des années 60, 70, 80. Évidemment, on en parle relativement peu en Occident puisqu'on est loin et puis on n'a pas de radar à part des avions espions U-2 pour aller observer ça. Donc les gens meurent de faim sans que personne n'en s'en préoccupe ailleurs dans le monde. Et sans qu'on en parle, à part dans les livres d'histoire, quand on retrouve les chiffres, on parle de dizaines de millions de personnes. Hein. Maintenant, le Parti communiste ayant tout pris en main, et là, pour le coup, quand vous parlez de l'État profond, en République populaire de Chine, c'est autre chose, l'État profond. C'est un État, effectivement, qui, lorsque vous n'obéissez pas, hop, vous partez directement en camp de redressement. Je ne dis pas que c'est ça la solution, mais en tout cas, il n'y a plus de problème de faim connu en Chine. D'ailleurs, la Chine, non seulement est autosuffisante sur un certain nombre de sujets, mais en plus, elle se ravitaille, elle exporte plein de choses, on exporte du poisson chinois par exemple, mais aussi elle importe ce qu'elle n'arrive pas encore à produire chez elle, mais qu'elle est en train d'apprendre à produire. Et ça, c'est le succès du Parti communiste chinois. La Chine est en train de rattraper les États-Unis, on le voit, et vous évoquez dans votre ouvrage la présence de l'armée, de la flotte américaine en mer de Chine. Cette guerre commerciale entre les deux puissances, est-ce qu'elle serait susceptible de se transformer en guerre chaude ? Vous avez vu, ces dernières 48-72 heures, tout le monde annonce son missile subsonique ou supersonique. Des missiles qui n'ont pas besoin d'aller dans les couches hautes de l'atmosphère et qui restent contrôlables pendant toute la partie du vol au plus près de la Terre. Pourquoi ? Évidemment, pour éviter toutes les contre-mesures antimissiles. Les Russes ont le leur, les Chinois ont le leur, même la Corée du Nord maintenant a le sien. Nous, on travaille dessus en Europe, en France. Les Américains sont dessus, mais pour l'instant, ils l'ont pas tiré, ils l'ont pas lancé. Je pense qu'ils en ont un. Bien évidemment que si on fabrique des missiles qui sont capables d'échapper à toutes les mesures de contre-mesures, c'est parce qu'on a l'intention un jour de devoir peut-être s'en servir. Et l'histoire des sous-marins nucléaires, c'est la même histoire. Bien sûr que le prochain conflit mondial se déroulera dans cette zone. On peut espérer que ça se maintienne à l'état de guerre froide comme on a connu en Occident avec le mur de Berlin et l'affrontement des deux blocs, l'affrontement silencieux des deux blocs, mais rien ne dit que ça ne va pas déraper non plus. On va terminer par Laurent Alexandre, qui est plutôt assez médiatisé ces derniers temps. Il expliquait dans ses conférences que, et vous l'expliquez dans votre livre, que les sachants de la Silicon Valley prendront un jour les armes contre les inutiles. C'est quoi les armes de ces sachants de la Silicon Valley ? Alors, sans relayer des thèses complotistes, vous avez beaucoup entendu dire que le Covid et les vaccins pourraient être une de ces armes. Pour l'instant, la réalité ne nous montre pas que le vaccin nous tue, ni non plus que le Covid a été fabriqué pour éliminer des millions de personnes sur la planète, mais effectivement, parmi les armes qui pourraient être utilisées par des gens qui ont des moyens totalement limités, il pourrait y avoir cette arme biologique ou bactériologique. Mais beaucoup plus basiquement, le péril qui est devant nous, c'est qu'effectivement, il y a une partie de l'humanité qui se revendique transhumaniste, qui, disposant de moyens financiers illimités, accède, pour le coup, à la santé la meilleure qui soit et de manière totalement illimitée puisqu'ils ont les moyens de la financer, accès au savoir, accès aussi aux plus belles plages du monde, aux plus beaux endroits du monde, avec une sorte de passe VIP, je suis l'élite, et puis d'autres, des populations qui n'ont plus de travail, qui n'ont donc, bref, plus d'utilité sociale et économique, et dont on pourrait tenter de se débarrasser d'une manière ou d'une autre. Laurent Alexandre, il ne donne pas la réponse. Il dit « je crains le moment où ils seront tentés d'appuyer sur la gâchette ». Il ne dit pas quelle sera la gâchette, mais il suffit de lire un tout petit peu de romans de science-fiction qui souvent se réalisent pour voir qu'il y a plein de gâchettes différentes possibles et imaginables pour se débarrasser de ce qui pèse sur le système.
Avant de lire ces romans d'anticipation, nos téléspectateurs pourront se procurer cet ouvrage de Jean-Baptiste Giraud et Jacques Bichot, Dernière crise avant l'apocalypse, publié chez Ring. Merci Jean-Baptiste Giraud. Je voulais juste citer la petite dédicace que nous avons choisie, Jacques Bichot et moi-même, à tous les enfants de notre petite planète. Encore une fois, on n'est pas là pour annoncer la fin du monde et dire qu'on la souhaite. On est là pour dire, voilà ce qui se passe, comprenez ce qui se passe pour éviter que ça arrive. Merci Jean-Baptiste Giraud. Merci Pierre Bergerot.